En 2025, j'ai pas mal voyagé et visité des villes un peu partout en Europe. Et j'ai pu remarquer un truc. Où qu'on aille, que ce soit à Berlin, à Naples ou à Paris, on retrouve toujours les mêmes types de bâtiments récents. Cette architecture cubique, assez grise et minimaliste, et surtout ces tours, qui poussent dans toutes les villes d'Occident comme des champignons. Elles se ressemblent toutes tellement qu'on dirait qu'elles sont produites à la chaîne. Et plus largement, en allant à Berlin par exemple, j'ai ressenti presque comme une déception en explorant la ville. Mais alors, pourquoi toutes nos villes se ressemblent-elles autant ? Et surtout, en quoi c'est un problème ? Salut, je m'appelle Tom, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Quand j'étais à Berlin, j'ai pu le constater. Le touriste effectue un tour prédéfini des monuments et des quartiers célèbres, mais aussi des lieux considérés comme typiques. Après la réunification, la ville est devenue un symbole de liberté et une mecque artistique, ainsi qu'un refuge pour les cultures punk et queer. Squat, club, friperie, manière de vivre alternative, la ville avait une vraie identité, des spécificités, un style, une ambiance et une architecture qui lui étaient propres. Ces tiers-lieux, souvent construits sans autorisation, sur les terrains vagues laissés libres par la destruction du mur, font aujourd'hui partie de la visite touristique, au même titre que la porte de Brandebourg et les restes du mur. Ces lieux ont eu une âme, et au fur et à mesure que la ville s'est réinsérée dans l'économie globale à partir des années 2000, des projets immobiliers sont arrivés et les ont remplacés. L'ambiance et l'histoire de la ville a attiré des touristes, à la recherche de cette expérience authentique, cette légende urbaine, mais en réalité, déjà disparue. Le niveau de vie a augmenté, chassant la classe artistique qui rendait justement cette ville si particulière et la remplaçant par une population beaucoup plus riche. C'est ce qu'on appelle la gentrification, et c'est une partie du problème qui touche nos villes. Elles s'uniformisent, elles deviennent des vitrines de la mondialisation, et le particularisme local devient un folklore touristique. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, le tourisme apporte de nombreux bienfaits, notamment de la richesse économique et de la visibilité. Mais la ville y perd au passage en poésie et en personnalité. Quand on va dans une ville mythique, on ne retrouve pas forcément le rêve qu'on s'en est fait. L'image que la société nous avait promis, parce que cette société l'a elle-même vendue jusqu'à l'épuiser. En allant à Berlin, je croyais tomber dans un bouillonnement d'artistes et de locaux. Mais en m'y baladant, j'ai surtout croisé d'autres touristes qui cherchaient la même authenticité perdue que moi. Le capitalisme a vidé les particularités de chaque ville de leur sens premier, puisque ceux qui le faisaient vivre n'ont plus toujours les moyens d'y habiter, avec la hausse des loyers. C'est la même chose à Paris ou à New York. Bien sûr, tous les quartiers ne sont pas touchés à la même échelle, et évidemment qu'à Berlin on trouve toujours cette culture alternative. Mais celle-ci s'est fait accaparer par le capitalisme. À Berlin aujourd'hui, les loyers ne cessent d'augmenter, les clubs mythiques ferment leurs portes parce que les baux ne sont plus en règle, les graffitis cèdent toujours plus la place à des tours de bureaux, des centres commerciaux poussent au pied des restes du mur. Bref, la ville s'uniformise et perd de son originalité au profit de lieux standardisés. Galeries, gares, bureaux, quartiers, que l'on retrouve dans n'importe quelle autre métropole du monde, avec la même architecture, la même symbolique, le même fonctionnement. Dans ces lieux, on croise les mêmes marques, les mêmes publicités, les mêmes produits, partout dans le monde lissés par une économie planétaire. Quand on regarde les nouveaux quartiers qui sortent de terre depuis 10 ans environ, partout dans les villes du continent et du monde, et qu'on les compare aux autres quartiers du 20e et surtout du 19e et antérieur, c'est flagrant. Flagrant que toutes les villes construisent les mêmes modèles de bâtiments, au style copier-coller, alors que dans les autres quartiers plus anciens, plusieurs styles se mélangent et incluent parfois des éléments régionaux. Et puis flagrant aussi l'absence de fioritures sur les façades, d'une touche plus personnelle, que le propriétaire ou l'architecte laisse sur sa création. On a affaire aujourd'hui à une architecture utilitaire, mondialisée, cubique, vitrée, boisée, mais froide et impersonnelle. Ça doit plaire à tout le monde, être construit par n'importe qui, à moindre échelle et à moindre coût, et au bout du compte, le but n'est pas vraiment de plaire aux habitants. Pourtant, j'aime énormément les gratte-ciel. Et quand ils apportent une plus-value architecturale à la ville, comme c'est le cas à Bâle par exemple, leur présence s'intègre parfaitement, et ils deviennent de véritables icônes. C'est pas vraiment de la hauteur des bâtiments dont je parle, mais plutôt de leur aspect. Généralement, leurs silhouettes ont été pensées avec soin et style. Ils cassent l'uniformité alors que d'autres la prolongent. L'urbaniste américain Richard Sennett opère la distinction entre ville bâtie et ville habitée.
Est-ce que les tours qu'on construit un peu partout dans nos villes vont se greffer à l'existant ou pas? Une ville bâtie, c'est ce que les promoteurs projettent puis accomplissent dans une vision souvent neutre et calculée. La ville habitée arrive ensuite, lorsque les habitants investissent ces espaces, parfois contre ou par-delà l'intention de leur concepteur. Pour CNET, un quartier qui fonctionne, c'est un quartier où les deux usages cohabitent. Et pour beaucoup de quartiers récents, les intentions des concepteurs et des habitants ne se rejoignent jamais dans un entre-deux constructif. Et ces quartiers deviennent des cathédrales de style contemporain, sans âme et sans histoire. Mais alors pourquoi est-ce qu'on construit ça au final? En fait, chaque ville doit rester dans la course à l'économie mondiale et doit continuer à séduire les investisseurs. Les villes se copient les unes les autres tout simplement parce qu'elles sont en compétition entre elles. À ce titre, elle doit se conformer aux exigences de cette économie et de ce système capitaliste au détriment de sa propre personnalité régionale. Personne n'aime ça, mais tout le monde doit le faire. Les cabinets d'architectes sont souvent internationaux désormais et appliquent un style unique et uniforme sur tous leurs projets à travers le monde. Alors pourquoi c'est un problème au fond? C'est vrai, on pourrait se dire, ce sont que des immeubles, ils sont ni beaux ni laids, ils dérangent personne. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça impacte l'âme de la ville. Si plus rien ne ressort, si plus rien ne frappe dans le tissu urbain, on perd ses repères, on déshumanise la ville, on en fait une simple vitrine d'un modèle, pas un lieu de vie adapté aux habitants, adapté au climat. L'uniformisation transforme la ville en un produit interchangeable, financièrement attractif, mais complètement remplaçable. Donc c'est pas si anodin qu'on pourrait le penser. Et l'anthropologue et ethnologue français Marc Augé a un mot pour identifier ces lieux. Il les appelle des non-lieux, c'est-à-dire l'ensemble des espaces urbains que l'on traverse sans regarder, qui n'impactent personne et où l'on ne vit rien. Après-guerre, les villes se sont remplies de ces non-lieux. Ce sont nos gares, nos halls d'immeubles, nos tours de bureaux et nos galeries commerciales. Des passages entre deux espaces, à l'architecture répétée à l'infini à travers le monde, qui n'inspirent souvent rien à personne. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ces lieux, moi, au final, ils m'inspirent. Et pour une partie de ma génération, ils représentent une nostalgie, une certaine mélancolie d'une époque passée. On y a des souvenirs, on y a vécu des choses. Donc forcément, c'est à nuancer. Parce qu'au final, chaque ville garde toujours des spécificités qui lui sont propres. Aucune ne ressemble à aucune autre. Son bâti historique, sa langue, ses règles, son ambiance, tout est dans le détail. La signalétique, les transports, l'histoire. Il faut passer outre cette première couche et rester vigilant pour protéger ce qu'il y a encore à sauver. Comme le disait Marc Augé, chaque grande ville est un monde, et même une récapitulation, un résumé du monde, avec sa diversité ethnique, culturelle, religieuse, sociale et économique. En ce sens, nos grandes villes nous en disent beaucoup plus sur le monde dans lequel on vit, le système dans lequel on consomme, de plus en plus vendable, mais de moins en moins original. Mais il existe plein de contre-exemples qui prouvent qu'il est possible de faire autrement, de rendre à ces non-lieux leur humanité, et de leur ajouter une splendeur qu'on mérite tous de traverser dans notre quotidien. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager autour de toi, t'abonner et commenter. À bientôt pour une prochaine vidéo.